Le potager de Steph. La permaculture pour tous. Et salut à tous. Eh bien écoutez, comme promis lors de la dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais faire une interview avec Stéphane du potager de Steph concernant la permaculture. Son jardin est juste là derrière nous, vous aurez le plaisir de le découvrir tout à l'heure. Et en attendant, c'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous présente Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Bienvenue donc dans mon jardin de formation et dans mon petit univers qui me porte beaucoup de bonheur et j'espère que je vous en donnerai donc beaucoup aujourd'hui à travers cette interview. Voilà. Et ce moment de partage et d'interview bon, qu'on va essayer de faire plaisant. Puisque c'est toujours un casse-tête de faire une petite interview, on va pas vous le dire. Hein. Toujours un peu de pression de vous parler et d'être juste, surtout dans les mots. Donc, oui. Et de faire passer le message aussi. Faire passer le message, donc vous nous direz si on a réussi à vous passer un petit peu notre bonheur partagé et cette rencontre-là. N'hésitez pas d'ailleurs à faire vos retours en commentaire sur la chaîne de Catherine. Donc Catherine, rappelle-moi comment s'appelle déjà toi ta chaîne? Eco Coach en van. Eco Coach en van. Oui. Donc là je parle à ceux qui sont sur ma chaîne qui s'appelle Le Potager de Steph. Donc ceux qui sont sur la chaîne de Catherine, venez sur la chaîne Le Potager de Steph pour voir un petit peu ce que je fais si vous aimez le jardin. C'est essentiellement des tutos pour savoir quoi cultiver en permaculture ou tout simplement au potager mois par mois. Et également sur certaines cultures ou avec des astuces. Et Catherine, en fait, toi sur ta chaîne, ça tourne autour de quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer pour que je comprenne mieux quelle est ton envie avec ta chaîne et qu'est-ce que tu apportes aux gens? Oui, bien sûr. Alors déjà, vous retrouverez la chaîne de Stéphane en descriptif, je vous mettrai les liens. Eh bien, en fait, concernant ma chaîne, je suis en transition de vie actuellement. D'accord. Je suis en double transition de vie, en transition de vie personnelle et en transition de vie professionnelle. Professionnelle parce que je me prépare à être coach en transition de vie. Et donc, cette chaîne, c'est quelque part vraiment le terrain d'expérimentation qui va me permettre d'expérimenter cette aventure et de pouvoir en témoigner en même temps. Donc les personnes qui suivent ma chaîne ont la possibilité de voir un petit peu mon quotidien, comment ça se passe, comment je m'adapte aux événements, aux circonstances, aux éléments aussi, d'où le fait que je m'intéresse à la permaculture et de quelle façon je peux en tirer des leçons à chaque fois. D'accord, donc tu filmes ton changement de vie. Exactement. D'accord, donc c'est super intéressant de voir les galères de quelqu'un qui change de vie ou les questions qu'on peut se poser. Tu imagines bien que quand on habite dans un van, des galères, il y en a en plus, ça ne manque pas. C'est ça. Bon, impeccable, d'accord. Oui. Bon, mais moi après ma chaîne, bon, mais comme je vous ai dit, donc c'est sur le potager, je fais pas que donc ouh, il y a un chat qui a failli se faire manger. Désolé pour ce son, c'est pas grave, il est encore en vie apparemment. Il a dû tomber sur le chien du voisin. Donc pour continuer, je vous disais, donc toi tu filmes ton changement de vie. Alors moi également je suis aussi en changement de vie puisque je suis arrivé à la permaculture suite à un changement de vie, donc ça tombe bien, on va pouvoir en parler ensuite quand je vais me présenter. Est-ce que tu peux me raconter justement voilà, un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené finalement à créer ce jardin? Alors, un parcours, alors suivez bien parce qu'il est dense. Donc moi j'ai un début de vie où j'ai fait des études en gestion de forêt, en horticulture spécialisée en multiplication végétale, donc c'est tout ce qui est reproduction des plantes, et ensuite en paysagisme. En parallèle de ces études dans le vert, ce que je vais appeler, j'ai travaillé dans l'événementiel en même temps. Et donc il a fallu que je fasse un choix lorsque je suis sorti des études, événementiel ou retourner au vert. Donc j'ai fait un peu de vert et j'ai eu une proposition de partir à l'événementiel, travailler à l'étranger. D'accord. Donc je suis parti 2 ans en Sicile et en Guadeloupe. Vivre là-bas. Donc vivre et aller en vacances, c'est pas la même ambiance, pas le même plaisir déjà. Et après, on est loin des siens, donc j'ai décidé de revenir et de créer mes premières entreprises qui n'avaient rien à voir avec tout ça, puisque je suis quand même quelqu'un d'autodidacte et j'apprends par passion. Donc j'ai arrêté l'événementiel et j'ai, en rapport avec l'événementiel, ouvert une agence de pub, puisque je faisais de plus en plus de communication pour tous les événements que je faisais. Et on va dire les lieux de fête, les lieux de nuit,
que ce soit des écoles ou la fac où j'étais, etc., me demandaient de faire de la com pour les événements qu'on organisait. Petit à petit, je faisais de plus en plus de graphisme. Et donc j'ai appris de manière autodidacte tout ce qui est événementiel. Et puis c'est toujours avec ce recul, ce recul sur les stratégies de communication, sur ce qui marchait pas, comme la vie. Sur le potager, il faut avoir beaucoup de recul pour que ça fonctionne, apprendre de ses erreurs en fait, puisqu'il n'y a que en faisant des erreurs qu'on apprend. Et quand on réussit, ben, on ne sait pas forcément pourquoi on a réussi, si on réussit d'entrée sans avoir eu d'erreur avant. C'est ma façon de voir en tout cas. Ouais, c'est bien, ça t'a permis justement d'apprendre à avoir un regard extérieur et d'analyser un petit peu ce qui se passait dans ta vie. C'est ça. Et donc du coup j'ai appris et puis commencé à conseiller de plus en plus dans mon agence de pub, puisque je l'ai gardé pendant 8 ans. J'ai créé un site de vente en ligne en imprimerie. Et au bout de 8 ans, j'ai eu envie de passer à autre chose, puisque en fait cette entreprise-là, en ayant réfléchi sur moi-même, sur ce que je voulais sur mon avenir, ne correspondait plus avec mes valeurs, puisque ça devenait moins cher d'imprimer, de livrer des clients français en imprimant à l'étranger que d'imprimer en France et de livrer mes clients français. Donc j'ai commencé par revendre tout mon matériel et faire énormément de sous-traitance, c'est plus que du conseil et de la création graphique. Et donc je devenais essentiellement un bon commercial et un bon conseiller technique. Par contre, c'est vrai que j'avais un réseau important pour pouvoir bien conseiller les gens sur quelle technique employer pour tels travaux. Ça a été un métier passionnant en tout cas, je me suis régalé. Mais le fait de livrer, alors ces dépenses CO2, c'était plus cohérent pour moi, livrer à l'autre bout du monde et que ça soit moins cher en livrant à l'autre bout du monde en dépensant tous ces CO2, ça devenait un petit peu compliqué. Donc ça a été le début de mon introspection, de ma réflexion. Mais malgré ça, j'ai décidé de devenir artisan et fabriquer en local. J'ai fait une étude de marché, j'étais passionné de cuisine pendant toutes ces années quand même. Mais avec l'agence de pub, j'avais dû mettre ça un peu de côté parce que je travaillais tellement, on ne peut pas tout faire. Et suite à mon étude de marché, j'ai ouvert une fabrique de pâtes. J'ai été formé par... C'est les traces de la Sicile, ça. Ah ouais, mais pourtant, j'ai pas appris là-bas. J'ai été formé à Lyon par des Italiens pour devenir ce qu'on appelle maître pastier. Donc si vous ne connaissez pas tous, maître pastier, c'est l'artisan qui fabrique les pâtes. Et pendant 4 ans, j'ai eu une fabrique de pâtes artisanales avec traiteur, restaurant, épicerie fine que j'ai fait dans mon village. Donc c'était un peu multi-activité, parce qu'autour des pâtes, j'ai fait l'épicerie fine autour des pâtes, le restaurant et la fabrique de pâtes. Ça a été passionnant, sauf que je pensais en fait travailler moins et gagner plus, parce qu'en fait le nerf de la guerre de nos jours, c'est où on court après l'argent pour vivre correctement, ou on décide de vivre avec moins et s'en sortir peut-être mieux. C'est une piste de réflexion. Et au bout de 4 ans, j'étais totalement épuisé avec ces 8 ans d'agence de pub avant. Et je suis arrivé à faire un premier burn-out, à un épuisement général, puisque je bossais entre 6 jours sur 7, voire 7 sur 7, l'esprit toujours en ébullition, la fatigue. Et donc, à partir de ce premier burn-out, j'ai dit, bon, je vais redevenir salarié. Et donc, je suis devenu salarié, mais directeur d'entreprise, donc dans l'alimentaire toujours. J'ai eu ce poste-là, j'ai dit, bon, mais c'est bien, je vais avoir un bon salaire, un bon gros salaire, et je vais travailler moins ou pas plus, mais au moins je gagnerai bien ma vie. Sauf qu'au final, rebelote, ça a été pression, fatigue, et je me suis dit, mais en fait, tout ça pour faire du fric, quelle est la raison? En fait, faire du fric pour faire du fric, je me suis rendu compte que c'est pas mon objectif de vie. J'en ai besoin pour vivre, mais c'est pas vraiment ce qui me met heureux en fait, de courir après l'argent, la pression. J'ai besoin de me rapprocher plus de la nature, de respirer, de voir des gens heureux, des salariés heureux. Alors le problème, c'est quand je suis devenu directeur, les gens avec qui j'étais, je ne pouvais pas diriger les salariés comme je voulais. Et je voyais des salariés en mal-être et on me répondait des fois, Stéphane, tu n'es pas là pour faire du social. Je dis, oui, mais si moi, mes salariés que je gère, ils sont malheureux et ils sont pas heureux comme quand j'étais à mon compte. Quand j'étais à mon compte, les salariés que j'embauchais, je leur ai dit, écoutez, le jour où vous avez un problème, je suis là, et quand moi j'ai un problème, vous êtes là. Et du coup, on va s'aider. Le but, c'est que le matin, vous arriviez avec le plaisir de venir travailler. Et quand je suis devenu directeur salarié, j'avais plus ce pouvoir-là, vraiment. D'accord. Voilà. Ce qu'on te demandait sur le plan managérial, ça ne te convenait pas à ce moment-là. Ça ne te correspondait pas en tous les cas. C'est ça, ça devenait... je me dis, purée, mais encore de nouveau, ça va être... Donc au début, pour moi, tout ça, c'était quand même des échecs. Parce que j'arrivais en fin d'un cycle, je vendais, j'ai purée, mais j'ai pas réussi à ce que je voulais, tant d'années passées. Et en fait, c'est que cette année, je vous raconterai après, où j'ai compris que en fait, c'était peut-être pour me mettre sur la voie. Peut-être que l'univers m'a envoyé tous ces... Vous savez, des fois, moi, je crois à l'univers qui vous envoie
des difficultés, et puis tant que vous ne comprenez pas, il vous renvoie ça dans la tête. J'ai justement, je fais Ouais. une petite aparté par rapport à ça. J'ai dans mes clients beaucoup de personnes qui font des burn-out, justement. Et dans cette phase de transition, très souvent, ce qu'on relève, c'est que le burn-out, finalement, c'est la chance de la vie des gens. Ouais. C'est ce qui fait qu'on arrive ensuite à aller vers notre essentiel et vers ce pourquoi on est, on est fait. Mais cette chance-là, on le voit pas sur le moment. Pas Sur le du moment, tout. c'est quand même une descente aux Pas du enfers. tout. On va pas se le leurrer. Mm. Une dépression ou un burn-out, c'est quand même 1 an, voire 2. Moi, je sais que les psychiatres ou les psys avec qui j'ai discuté, ils vous disent souvent que c'est entre 2 ans et 2 ans et demi pour C'est en ça. sortir, quoi. C'est pour ça que l'accompagnement est essentiel Ouais. et qu'il faut vraiment passer par justement soit des psychiatres, soit des psychologues. Et ensuite, une fois qu'on a justement un petit peu exploré cette partie-là de notre être, de se faire accompagner pour pouvoir... C'est ça. Déjà accepter, on va dire, l'événement qui arrive, ou je ne vais pas dire un échec, mais accepter le burn-out, en fait. Pour moi, c'est pas un échec, en fait, compliqué déjà maintenant. d'accepter le burn-out. Voilà, de l'accepter, après d'accepter qu'on va aller mal, d'accepter qu'il va falloir demander de l'aide, l'entourage qui ne comprend pas forcément comment vous aider, parce que vous n'êtes pas prêt à l'accepter, vous avez besoin de beaucoup, alors moi c'est pour ça que on va faire la transition jardin permaculture, on a besoin de se retrouver et beaucoup de tranquillité et de pouvoir réfléchir, parce que moi dans mon burn-out c'était réflexion perpétuelle dans la tête, remise en question, et besoin d'arrêter de saturer avec le nombre d'infos, le surcharge de travail, etc. Et donc avec ce burn-out là, le premier, j'ai donc changé, je suis devenu directeur salarié, et après j'ai fait un deuxième burn-out. Et là, ce deuxième burn-out, c'est là où je suis venu au jardin, où j'ai décidé déjà d'arrêter tous les boulots. J'ai enfin été écouté et mis en arrêt maladie. Et j'ai dit, bon, ben, je vais commencer, première pandémie du Covid qui arrive donc en 2019, c'est ça? Dans 2020? 2020, voilà, c'est fin 2019 c'est en ça, Chine. Et avril, ensuite, avril 2020, en gros mars 2020. Premier confinement général, et je vois que moi je suis à fond, je prépare mon potager, donc je reprenais le potager de ma grand-mère qui a Alzheimer, dont je m'occupais en plus burn-out. Et comme elle avait cet Alzheimer-là, j'ai dit je vais essayer de faire un potager pour me faire plaisir, mais également pour lui faire plaisir à elle qui adorait ça avant et qui ne le fait plus depuis 2-3 ans, pour essayer de lui réveiller les sens. Alors effectivement, après bon, malheureusement, c'était trop tard, elle s'est pas intéressée, mais elle est contente de manger quand même mes légumes maintenant. Même des fois, je suis obligé de la surveiller puisqu'elle vient couper mes jeunes plants que je viens juste d'enterrer. Alors là, je deviens totalement fou. Mais bon, on contrôle un peu, ça va, il y a encore des végétaux, on en plante plus comme ça, je suis sûr d'en avoir. Et donc je suis revenu au potager en février donc 2020, juste avant la pandémie que je sentais arriver. Je sentais qu'on allait certainement se faire, il y avait plein de prémices, hein, tout le monde entendait, avoir un confinement. Et pendant ce confinement de mars, j'ai fait mes propres semis pour moi, parce que j'ai une grande verrière derrière que tu pourras filmer après si tu veux. Et vous le retrouvez d'ailleurs dans la chaîne du potager de Steph. Oui, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous allez sur ma chaîne, vous verrez, ou même dans les photos sur la page Facebook, vous allez sur la page Facebook, vous verrez la photo de présentation de la page, c'est le potager au printemps l'année dernière. Et sinon, il y a une vidéo où on peut voir les changements du potager, le bilan en fait 2020. Et là, vous pouvez voir le début quand la parcelle était totalement nue et en hiver quand on a eu les plantations d'hiver. Donc on voit vraiment l'évolution. Ouais, tu as une chaîne Instagram aussi? Alors, j'ai donc une page Facebook, une chaîne YouTube et un compte Instagram. Les trois ont le même nom, ça s'appelle Le Potager de Steph. Et après, vous pouvez également me retrouver sur le groupe de discussion Facebook, ce qui n'est pas pareil que la page. Et le groupe de discussion Facebook s'appelle Permaculture du Sud. D'accord. Donc Permaculture du Sud, ouais, ça à retenir, vous le retrouverez en lien de la vidéo. Et l'avantage de ce groupe de discussion, c'est que c'est un groupe déjà gratuit, où tous les stagiaires, j'en informe à tous les gens qui sont venus en stage ici, que j'ai formé l'année dernière et cette année, et ça leur permet également de poser des questions, de se répondre entre eux, et que surtout la question que quelqu'un va poser soit bénéfique à tout le groupe. Parce que pour moi, on va en parler après de ma manière de voir la permaculture, mais le but maintenant c'est d'être fort en étant plusieurs, et pas comme dans notre monde moderne où on demande c'est chacun pour soi, qui va être le meilleur, comme à l'école, hein, on vous met des notes pour savoir qui va être le meilleur, au lieu de dire quelle classe est la meilleure, à la limite, pour créer des groupes et des phénomènes d'entraide.
D'ailleurs, l'armée l'a compris depuis longtemps, on est meilleur ensemble Ouais. que chacun pour soi. Voilà, on peut aller loin dans la philosophie, mais On n'ira pas dans celle-là. mais d'ailleurs. oui, mais ce qui fonctionne est repris partout et c'est à nous d'observer en fait ce qui fonctionne. Mm. Puis on se rend compte que l'individualisme, au final, c'est peut-être pas ce qui fonctionne et on est je pense, dans l'erreur, en tout cas à ce niveau-là, à vouloir différencier les gens, savoir qui est le meilleur au lieu de s'entraider. Effectivement, le principe de permaculture nous enseigne pas mal C'est ça. ces valeurs-là. Donc du coup, je suis revenu au jardin, puisque pendant le confinement, je me suis rendu compte que toutes les pépinières n'allaient pas pouvoir fournir en jeunes plants, puisque la production allait s'arrêter. Et surtout, au-delà de la production, c'est que les pépinières étaient fermées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en mars et avril, les jardineries n'avaient pas le droit de vendre leurs plants. Tout à fait. Donc je me suis parti pour faire des plants et j'ai proposé à mes 10 voisins dans mon quartier de leur fournir en plants si vous voulez. Donc j'ai fait des commandes, j'ai produit les plants et je les ai livrés donc, pour la fin des seins de glace, donc en mi-mai. Pour ne plus avoir de risque de geler, et ça a été le début de l'aventure. Et quand les gens ont su que j'ai arrêté de travailler, ils sont souvenus quand même qu'avant je faisais du paysagisme et de l'horticulture. D'accord. Et l'aventure a commencé comme ça, avec une demande, je me souviendrai toujours, de 2 dames qui m'ont demandé si je faisais aussi des cours particuliers, etc. Et donc j'ai commencé à donner des cours à 2 personnes. Et de là, c'est parti, on m'a demandé et redemandé. Puis après j'ai commencé à créer voilà, des groupes de 10. Et après à faire des cours depuis donc... on va dire mai, j'ai commencé avec peu de monde, mais les vrais cours collectifs que j'ai dû mettre en place, ça a commencé à partir de mi-juin. Et là, ça a été des cours que j'ai dû donner tous les week-ends, sans arrêt, jusqu'en octobre. Et j'ai dit, oula Stéphane, tu vas peut-être refinir en burn-out, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a... C'était la seule activité que je faisais de la semaine. Et c'est la seule chose que j'arrivais à faire. J'avais une semaine pour me préparer à faire cette activité-là. Parce que quand vous êtes en burn-out, le problème, c'est de faire quelque chose. Des fois, vous mettez 2 jours, 3 jours à vous dire, ah bon, ben, je vais faire ce que je devais faire. Quand la dépression elle vous empêche de faire... Déjà, se lever du lit, c'est compliqué. C'est ça. Et donc, quand tu parles de cours, ce sont les stages. Hein, c'est ça, oui, j'ai des cours, des stages en permaculture. Et j'ai développé donc un premier niveau. Il fallait que ça soit cohérent, accessible, puisque moi, mon principe, c'est de revenir à la simplicité et au bonheur. Donc déjà, je voulais que les gens qui soient là soient contents d'être avec moi, que moi, je sois content donc d'être avec eux, et donc d'être avec vous, de vous parler comme aujourd'hui de ce que j'aime. Et après, j'ai dû développer un niveau 2 pour aller encore plus loin. Et là, je suis en train de développer, pour la fin de saison, un niveau 3. Mais là, on rentre dans des cours techniques, etc. Ah oui. Alors qu'au début, le cours d'initiation, le but, c'est de vraiment rendre accessible. Que n'importe qui en a déjà fait ou pas fait reprenne les bases. Selon moi, toujours pareil, hein, j'apporte mon savoir, ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai appris par moi-même, ce que j'ai appris par mes parents, par mes grands-parents qui étaient agriculteurs également de chaque côté. Et mon but, c'est vraiment de rendre ça très accessible, très compréhensible, sans parler de non scientifique ou de technique, et que les gens repartent avec des méthodes faciles à mettre en place. Je peux confirmer pour avoir été élève qu'effectivement, en plus d'être très audible, c'est vraiment intelligible. Et je suis ressortie de là, bon, avec mes notes, hein, j'avoue. Bien sûr, il faut prendre des notes. Voilà. Mais oui, c'était très très clair, c'était très convivial. On sent bien que tu es vraiment dans ce que tu dis, tu le vis passionnément, ça c'était une évidence. J'ai découvert que je peux avoir l'amour pour un métier, alors qu'avant je faisais des métiers qui me donnaient envie, mais je voyais que ça devenait une corvée, alors que là, en fait, j'ai pas l'impression de travailler. Donc j'ai peut-être trouvé une voie. Maintenant, la problématique, ça va être d'arriver à en vivre, donc c'est pour ça que je donne ces cours. Et pour l'instant, c'est pas mon métier. C'est un à côté, puisque je suis en train de sortir de dépression, etc. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui me permet d'envisager une reconversion. Je suis en train d'essayer de propulser donc ma chaîne YouTube que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, sur Insta, avec des partenariats, etc. Et surtout, je vais tourner, c'est l'objectif de l'année, tourner cette formation, donc cette initiation, ce niveau 1, ce niveau 2 et après ce niveau 3 en formation en ligne. Pour essayer de la diffuser, mais surtout mon objectif, j'ai vu beaucoup de formations sur la permaculture qui sont très onéreuses. Franchement, j'en ai vu à partir de 150 € les moins chers et qui vont certaines jusqu'à 600 € pour un week-end. Donc je trouve ça très excessif et moi je voudrais les rendre accessibles comme le cours que tu as fait avec des... Voilà, et ça, ces cours-là, je voudrais les rendre à des petits prix. Et avec des niveaux cloisonnés en 20 ou 30 minutes maximum. Donc il y aurait dans le même cours d'initiation
par exemple, 5 cours de 20 minutes. Et qu'on pourrait avec suivre. des interactions? Alors, ça va être des cours comme on a fait en présentiel, Oui. d'explication sur les bases, Mhm. pour que les gens puissent comprendre la matière, comment différencier un broyat d'un foin, Mm. comment créer un sol. Donc d'entrée, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est peut-être le chat de tout à l'heure qu'on a entendu crier. Si tu cries, je prends pas peur Excusez-moi, alors. hein, voilà. Non, du coup, en fait, c'est pour apprendre les bases. C'est déjà comment recréer un sol en permaculture, pourquoi on utilise un paillage, quand l'enlever, quand le mettre. C'est les bases déjà. Mhm. Et que ça soit simple, donc étape par étape, et que les gens passent à l'étape suivante quand ils veulent. D'accord. Et s'ils n'ont pas compris, ils pourront revenir à l'étape d'avant. Alors que Mhm. quand on vient en présentiel, effectivement, on peut voir sur le terrain la matière et la toucher. Mais pour un cours d'initiation, pour moi, il n'y a pas besoin d'être forcément en présentiel. Alors si on n'est pas loin, tant mieux. Mais pour ceux qui ne sont pas à côté de chez moi Bien et qui ne sûr. veulent pas venir me voir, ou à qui je ne peux pas donner tout un cours par le forum gratuitement en discussion, ça prendrait des heures et des heures, puisqu'un cours, c'est une matinée, c'est 4 heures de formation quand même, et c'est quand même intense. C'est intense. Voilà, il y a beaucoup d'infos. Et moi, j'estime qu'au bout d'un moment, quand il y a trop d'infos, on arrête, on coupe et on refera un autre cours, un deuxième niveau plus tard, parce que 4 heures, après, ça devient de trop. Là, l'avantage des formations en ligne, c'est que ça sera accessible aux gens à l'heure qu'ils veulent. Et ça peut être le soir en rentrant du boulot ou entre midi et 2, voilà leur rythme. Et en plus de ça, je vais essayer de faire en sorte que ce soit des prix assez accessibles. Je pense que ce sera des cours qui seront vraiment en dessous de moins de 50 €. Donc chaque module sera aux alentours de 25 €. Et si on prend les 3 modules, on aura certainement un prix global. Donc entre 50 et 70 €, on aura la possibilité d'avoir toute la formation. Mais les gens pourront les acheter les uns après les autres. Ou déjà prendre l'ensemble dès le départ à un prix plus dégressif. Et c'est le genre de formation que normalement on paye facilement entre 150 et 600 € pour un week-end. Donc dans ce but de formation là, dans un premier temps, pour moi, avant l'argent, c'est de transmettre. Et si je ne veux pas en faire mon métier, tant pis, je ferai ces formations en à côté pour partager avec les gens mon bonheur d'être au potager. Et donc l'année dernière, j'ai fait beaucoup de formations en présentiel. Et cette année, j'ai décidé d'en faire beaucoup moins. Je vais en faire qu'une ou deux par mois, au mieux. Premièrement parce que je veux d'abord m'occuper de moi. Je suis en train de sortir donc de ma dépression, de mon burn-out. C'est une grande satisfaction. Donc depuis le mois de mars, mi-mars, j'ai enfin réussi à tout remettre dans l'ordre dans ma tête. Je recommence à revivre, à avoir du bonheur, à me dire mais quelle chance j'ai en fait d'être sorti de ça, d'avoir tout compris, des problèmes d'enfance, plein de choses que les gens peuvent se poser. Notamment tout à l'heure, je te parlais de ma manière de voir quelque chose, un mode de vie qui me corresponde. Et bien en fait, je suis en train de trouver un mode de vie qui me correspond. De trouver de la cohérence, chercher les matériaux que j'utilise quand ils sont en plastique. Ah j'utilise du plastique, oui, mais si ça dure tant d'années, pourquoi pas, comment je peux faire pour me passer du plastique. Donc tu intègres maintenant vraiment ces réflexions dans chacune des actions. Comment être cohérent. Puis après, je m'en fiche si des fois je ne suis pas cohérent à 100%. Mon but, et j'espère à vous aussi qui nous regardez, c'est de s'améliorer un peu chaque jour. De faire donc mieux. C'est ça, de faire mieux. On pourra toujours me dire dans une vidéo, oui mais là tu utilises du plastique. Oui mais si j'utilise, comme vous voyez derrière par exemple, j'ai des petites serres qui sont gratuites, j'ai récupéré du papier bulle. Dans tous les cas, on me l'a envoyé. Ce papier bulle, il est finir en recyclage. Donc si avant ça, il peut avoir une deuxième vie dans mon potager avant de finir au recyclage, eh ben je vois la vie d'utiliser tout jusqu'au bout. Et je ne suis pas parfait, je ne revendique pas être parfait parce que je suis permaculteur. Et je suis jamais pour les extrêmes, parce que la permaculture, on pense que parce qu'on commence la permaculture, il faut plus toucher du tout au sol, il faut plus, on ne peut plus utiliser de plastique. Oh, calmez-vous, la permaculture, vous allez voir, c'est revivre tranquillement, améliorer quand on peut, retrouver un bien-être intérieur, et retrouver un bien-être intérieur aussi grâce aux légumes qu'on va cultiver. Vous verrez après, sans pesticides, avec le respect de la nature. Et donc, si on respecte la nature, on se respecte soi. Voilà. Est-ce que justement, en lien avec ton parcours et surtout cette phase où ça a été rude pour toi d'accepter des choses qui n'étaient pas en adéquation avec ton caractère et ce que tu ressentais au fond de toi, est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait que ton jardin aujourd'hui, il est devenu un jardin de permaculture et pas un jardin commun? Pourquoi est-ce que finalement tu as choisi ça? Est-ce que tu penses que c'est vraiment en lien avec ce que tu as vécu précédemment? Ah, c'est la grande question. Vraiment, pour vous répondre, ça va être compliqué. Pour te répondre et aux auditeurs aussi. Est-ce que je suis venu à la permaculture parce que ça correspondait à être en adéquation avec moi-même? Je pense.
Il y a aussi la société qui nous met, on voit bien que de l'hyperconsommation. J'ai tenu à un moment donné un réseau, j'ai des boutiques de boulangerie. Donc quand j'étais directeur, dans mon deuxième boulot de directeur salarié, j'ai tenu un grand magasin dans un grand groupe alimentaire, un grand supermarché spécialisé pour les professionnels. Et en fait, là pareil, on avait du gâchis, on jetait. J'ai vu de la nourriture jetée, avariée, et c'était des quantités tous les jours, c'était des centaines de kilos. Des invendus, des associations qui sont censées venir récolter, qui venaient prendre les produits, qui les mangeaient pour eux, le donner, ou qui venaient pas. Du coup, on mettait tout à la benne. Oui. Peu à peu, très certainement. C'est ça. Et tout ça, c'est ça. Et puis sur le potager, pour revenir au potager, c'était aussi le fait de... On a beaucoup d'aliments. Pour moi, alors je trouve, mais c'est ma vision de la vie, hein, je le répète encore, hein, je vous donne pas de leçons à vous auditeurs ni à toi Catherine dans ta vie, mais c'est ma vision, donc je vous donnerai ma vision là, hein, ne le prenez pas mal si je dis des choses qui vous correspondent pas. Mais par exemple, faire venir, acheter du bio et acheter des bananes bio qui viennent de l'autre bout de la planète, pour moi il y a une incohérence. Alors effectivement on ne produit pas des bananes bio, bien on mange local, on mange des fruits locaux, ou on mange des bananes de temps en temps, mais on les limite en fait, pour pas taper sur les gens. Moi je mange de la banane de temps en temps, mais si je l'achète, j'utilise du coup du début jusqu'à la fin. Je transforme par exemple la peau de la banane en engrais, voilà, comme on voit en cours d'initiation au départ pour fabriquer de l'engrais, de la potasse. Mais si j'achète du bio, je fais attention que mon bio il soit français, sinon je trouve qu'il n'y a pas de cohérence. Par exemple, si j'achète du bio qui vient du Maroc, où on sait que les certificats peuvent être achetés juste avec de l'argent, ou de d'autres pays, il suffit tous d'aller voir un peu sur internet, de vous renseigner plusieurs sources en fait, pour voir si c'est une vraie source, hein, parce que en fait j'invite tout le monde à réfléchir par soi-même, à vérifier les infos, à pas croire la première personne qu'on a en face ou qui va nous dire. Réfléchissez par vous-même. D'ailleurs j'ai vu moi en entreprise et également pendant mes stages, des gens, j'ai à un moment donné, hop, tout le monde stop, posez les stylos, arrêtez de noter en notes là sur des carnets comme tu as là. J'ai stop, avant de noter, essayez de comprendre et de réfléchir par vous-même. J'ai beaucoup de gens qui sont en entreprise toute la semaine et quand ils viennent au potager de formation pour essayer de découvrir la permaculture, je m'attendais avant de croire tout ce que je dis, essayez de voir si ce que je dis est vrai. Donc testez-le. Regardez si ça fonctionne chez moi, mais ne notez pas. Ils sont là dans leur cahier à noter, Et puis, ce comme qui des peut moutons. fonctionner chez toi ne va pas forcément fonctionner chez les autres. Oui, mais ce qui fonctionne chez moi, on peut l'adapter chez tout le monde. Tout le monde peut adapter la permaculture à son potager, n'importe quelle terre, etc. Ah ben voilà, il y a pas de très bien, souci. tu réponds à Voilà. une de mes questions. Mais pour finir sur cette vision de sens, en fait, la permaculture permet déjà de se reconcentrer sur soi, de manger plus que du bio. On est zéro pesticide. C'est encore mieux que le bio. Non, moi je ne fais pas du bio, je fais du zéro pesticide. Je voulais justement aborder ce thème avec toi, donc je rebondis là-dessus. Oui. Très souvent, on confond ou on ne sait pas trop quelle est la différence entre la permaculture et le bio. Est-ce que la permaculture c'est bio? Est-ce que le bio c'est de la permaculture? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, selon moi, le bio peut être intégré dans de la permaculture, puisque dans la permaculture on fait du bio, mais dans le bio, on peut faire quand même des traitements chimiques et fongiques. Donc on peut quand même mettre des produits. Il y a pas mal de produits qui sont autorisés en bio. Et donc vous pensez manger un produit où il n'y a rien? Non, il y a des produits quand même sur du bio, mais qui sont considérés comme pas toxiques ou pas cancérigènes ou tolérés. Donc pour moi la permaculture va encore plus loin. Mais la permaculture, c'est surtout une vision de la vie de comment réapprendre à associer les plantes pour pas qu'elles aient des maladies, comment les favoriser pour qu'elles s'apportent quelque chose, une symbiose par exemple au niveau des racines, pour se protéger des insectes, pour qu'elles se protègent, pour qu'elles se tutorent l'une sur l'autre, pour pouvoir cultiver densément sur une petite surface mais sur différentes hauteurs, petites plantes en bas, moyennes et grandes. Donc c'est une vision de la vie. Après, pour ceux qui sont agriculteurs et qui nous nourrissent, parce qu'il faut dire ça aussi, la permaculture, elle est plus facilement adaptable à un jardin potager personnel ou pour des familles. Après, la permaculture, sur des grandes exploitations, ça va être compliqué le mot permaculture. On va plutôt, sur des grandes exploitations maraîchères, parler de maraîchage sur sol vivant. Donc c'est ce qu'on appelle le réseau MSV. Vous pouvez tous aller voir sur internet, il y a plein de vidéos qui s'appellent MSV. C'est des agriculteurs qui rentrent dans comment exploiter, se rapprocher de la permaculture
mais en ayant une exploitation agricole et commerciale pour produire En grosse quantité. ouais, en grosse quantité, parce qu'il il faut pas se leurrer. Moi, j'ai quasiment 200 mètres carrés de potager, et pour nourrir une famille de 4, il faudrait envoyer encore plus. Donc si demain tu voulais vraiment agrandir ce potager, mais vraiment de Ouais. façon exponentielle, il faudrait que tu changes tes méthodes. Ou que je garde ces méthodes-là, mais que je les adapte. Ça, c'est possible. D'accord. Voilà. Mais pour en vivre vraiment, c'est compliqué de vivre que en permaculture. Par contre, on a ce qu'on appelle des itinéraires de culture. C'est ce qu'on appelle en agriculture. C'est un itinéraire de culture, c'est quelle étape on va faire et avec quel matériau on va utiliser, quel amendement on va mettre en place pour réussir une culture. Ça, c'est ce qu'on appelle un itinéraire. Vous verrez, il y a pas mal d'agriculteurs en maraîchage sur sol vivant qui en parlent ou qui se rapprochent de la permaculture. Vivre que de l'exploitation si je faisais que du maraîchage, il faudrait que je fasse que ça et pas de tuto, pas de caméra et que je sois vraiment focus que sur le jardinage. Si je... sur le maraîchage plutôt, j'ai dit jardinage, c'est que le maraîchage. Ou sinon que je sois comme moi, je fais mon potager pour qu'il soit bien, pour pouvoir faire tous mes tests, apprendre de plus en plus. Pour pouvoir faire mes formations, mais du coup j'ai un petit potager et je me concentre focus sur nos interviews, sur le partage du savoir. Tout à fait. Voilà. La transmission, C'est pas, effectivement, on peut pas, ça, voilà. Ça fait aussi partie, j'imagine, de tes choix de vie. C'est ça. C'est de faire, mais également de transmettre ce que tu Ça as pu, apporte du bonheur. Premièrement, c'est égoïste. Je pense que je donne du bonheur parce que je veux en recevoir. Même ça m'émeut de le dire parce que j'en suis conscient maintenant. Oui, oui. Et j'aime rendre les gens heureux. Ça a été, maintenant je l'accepte, c'est ma philosophie de vie en fait. Et je pense que c'est mon optique de vie. C'est, alors je vais peut-être faire rigoler les gens, mais mon optique de vie, c'est de devenir ce qu'on dit un vieux sage. Ah oui. Et donc le but, c'est de m'améliorer un peu chaque jour, de remettre mes défauts d'améliorer mes défauts et de me remettre en question. Donc en fait, je suis en remise en question permanente depuis que je suis jeune. Donc tu apprends à accepter mes défauts et après à me dire bon, comment je les corrige. Et moi, je fonctionne par tilt. Et donc je pense qu'au potager c'est pareil, il y a des échecs. Te dire. Au potager tu dois faire la même chose. Voilà, il y a des échecs, on est obligé de se remettre en question, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et donc il y a une similitude, et donc pour se diriger vers du meilleur et avoir des meilleurs légumes, une résilience. Et d'ailleurs en parlant de résilience, il faut savoir que la résilience au potager c'est une chose, mais il y a la résilience pour s'en sortir d'un burn-out. Et également cette résilience là, elle est valable dans les échecs. Alors moi je parle de mon burn-out, mais dans les échecs au quotidien. Et donc si on l'accepte, on est forcément obligé de s'améliorer. Mais il faut être prêt à s'améliorer. Les échecs ou les événements de vie, des choses comme ça qui arrivent. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, la seule façon de pouvoir rebondir et modifier les choses, c'est d'abord de l'accepter. Et cette phase-là, elle est souvent difficile. Ça dépend pourquoi. Au potager, c'est pas trop grave. Mais après, dans la vie personnelle, oui, c'est autre chose. D'ailleurs, on est là devant le potager, mais juste derrière, il y a un petit bateau, parce que j'adore la navigation en mer. J'ai acheté un petit bateau l'année dernière, juste pour me faire plaisir enfin. Et tu verras, tu pourras faire une petite capture de ta vidéo. Je l'ai renommé, et depuis l'année dernière, il s'appelle le Résilience. Voilà. Et donc, depuis l'année dernière, j'ai dit c'est la seule chose qui peut me permettre de m'en sortir sans penser que j'arriverai à m'en sortir à ce point-là. Ça m'a marqué en tant que stagiaire quand je suis venue justement, parce que la résilience, je t'expliquerai plus tard, c'est une grande résonance pour moi. Et justement, j'ai trouvé ça magnifique, ce baptême-là. Ouais. Et donc, du coup, ce bateau-là, je l'ai acheté l'année dernière. J'ai tout remis en état. On fait une petite aparté là par rapport à la vidéo. Mais il y a un sens. Et là, je suis en train de m'en sortir. J'ai décidé de le vendre. Maintenant que je me suis sorti, pour qu'il continue à passer et à aider peut-être d'autres personnes s'ils ne changent pas de nom. Mais en tout cas, pour moi, c'est une autre façon de transmettre. En fait. Ou même non, c'est pour déjà moi dire que cette étape, ça y est, elle est passée. Donc je ne suis pas totalement sorti. Je suis en train maintenant j'ai tout compris et je suis en train de résoudre tout. J'ai fait des grosses étapes familiales. Maintenant, je fais des grosses étapes sur des chocs psychologiques, ce qu'on appelle. Et donc, il faut traiter maintenant des images avec de l'EMDR. Je ne sais pas si tu connais un peu ces thérapies. Bon, ben voilà. Et donc, maintenant, j'ai tout compris. Et quand on a tout compris, des fois, c'est là qu'on est un peu paralysé. J'ai mis 1 mois et demi à sortir de ce choc-là. Quand vous mettez tout dans l'ordre, tout ce qui s'est passé dans votre enfance, dans votre travail, que vous comprenez que tout prend sens. Et à ce moment-là,
j'ai mis 1 mois et demi à être paralysé, je vais dire ça comme ça. Pendant 1 mois et demi à dormir le matin, l'après-midi, le soir, à réfléchir, à avoir besoin de voir personne. Et après, à un moment donné, j'ai eu le déclic, tout s'est mis en place. J'ai relancé la permaculture à fond. C'est bizarre la vie parce que tout a été synchro. J'ai eu le jardin d'hiver sur lequel on n'a quasiment pas de travail à faire, à part en octobre et novembre. De novembre jusqu'à mars, j'étais au fond du trou, comme on dit. J'ai vraiment touché le fond. Et tout est ressorti quand c'était le moment de recultiver, etc. Et là, tout, je repars à fond. Tout s'est mis en place. Le bateau, je suis en train de le bichonner, il va repartir. C'est pas grave, je continuerai à piloter parce que je pilote quand même des voisins, etc. en mer de temps en temps par plaisir pour faire découvrir ma région, etc. Et en fait, cette résilience-là, je m'en suis servi, mais elle doit servir à d'autres personnes en gros. Tu vas transmettre le flambeau. C'est ça. Donc effectivement, quand c'est juste, souvent c'est fluide. Donc j'imagine que tout ça, ça s'est fluidifié, c'est devenu naturel parce que c'est juste pour toi. C'est ça. Tu as trouvé très certainement le chemin qui te correspond. C'est ça. Le temps que tu passes dans ce jardin, on dit souvent que la permaculture, c'est le jardin du paresseux, qui a beaucoup plus d'observation que d'action. Est-ce que déjà le temps qu'il t'a fallu, c'est-à-dire en nombre d'années pour pouvoir arriver à ce travail-là, parce que je pense que la préparation du sol, c'est pas du jour au lendemain, et ensuite combien de temps est-ce que tu y passes par jour dans ce potager? Alors désolé de vous décevoir, vous verrez des vidéos pendant ce reportage, notamment tu mettras des images. Oui. Ce potager-là, il a 1 an. D'accord. Alors à savoir, vous verrez, en cas je te donnerai une photo du début quand j'ai commencé l'année dernière au mois de fin février. Oui. Il était nu, je crois, et il y avait 2-3 poules qui étaient dedans que j'avais laissé ouvert. Et en fait ma grand-mère, ça faisait 3 ans qu'elle ne faisait plus rien et quand elle faisait un potager, elle faisait que sur le bout du fond là-bas quelques tomates. D'accord. Mais sinon avant c'était un potager mais il y a longtemps. Et mais on voyait que la terre là, elle est très pauvre de ce côté-là parce qu'elle n'a jamais été travaillée depuis toujours en fait. Il n'y a que cette partie là-bas derrière toi qui a été travaillée un petit peu. Je suis parti de loin, mais en fait je suis la preuve vivante qu'il est possible en amenant les bons éléments pour pouvoir recréer un humus, qui est la première technique pour recréer un sol en permaculture et pour redonner vie à son sol. On peut très vite, en tout cas, refaire vivre son sol. Il faut ne pas se prendre la tête parce que beaucoup de gens veulent se lancer et ils ont peur, donc j'essaye d'enlever d'ailleurs ces peurs et dire ceux qui veulent passer un dernier coup de motoculteur avant d'arrêter, il y a des pas à faire qui sont difficiles, moi aussi dans ma tête parce qu'on m'a toujours appris à passer le motoculteur, etc. Mais qu'est-ce que je vis mieux, j'ai beaucoup moins de travail. Voilà. En fait mon principal travail c'est mental, c'est à réfléchir aux associations des cultures. Après arroser, mais comme dans n'importe quel potager. Par contre, c'est un potager du feignant, puisque j'ai très peu de désherbage. Le seul désherbage qu'il va y avoir comme cette année, puisque je ne m'en suis pas occupé cet hiver et que j'ai laissé vraiment pousser, c'est un désherbage qui est super facile. Puisque les plantes qui vont pousser dans votre potager, ça va être des plantes qui vont être sur le substrat que vous avez apporté, donc le paillage. Ça peut être du broyat, de la paille, ce qu'on veut. Mais ils poussent que dans ces premiers centimètres, mais qui ne sont pas compacts du coup. Donc en 2 secondes avec une main ou l'arracher. Et en permaculture, on n'enlève plus l'herbe pour l'amener ailleurs, on laisse tout sur place pour amener de l'azote. Donc tu l'enlèves, on arrache, je laisse, regardez derrière, tu peux voir de l'herbe là qui a été arrachée au sol et j'ai tout posé direct. Donc j'ai du travail en moins. Moi j'y passe beaucoup de temps pour ma chaîne parce que je veux améliorer les choses, mais je ne suis pas un maniaque du tout de la fiction. D'ailleurs ça se voit, l'herbe elle pousse quand même là dans mon herbe, mon gazon. Et derrière, il n'y a pas eu beaucoup de travail, si ce n'est que j'ai ramené du broyat et c'est ma matière que je rapporte qui va venir étouffer un peu mes herbes. J'enlève les herbes, ma philosophie, alors je ne sais pas si elle est juste, en tout cas c'est ma manière de voir et c'est ce que je dis aux élèves et à vous. Pour moi, les herbes qui poussent entre les plantes, on les laisse, puisqu'elles sont bénéfiques pour les animaux et les compagnons qu'on a dans notre sol. Ça leur fait des refuges, ça garde l'humidité et on les laisse tant qu'ils ne prennent pas le dessus sur la culture. Par contre, dès qu'ils dépassent la culture, là, à ce moment-là, on va les arracher et les laisser au sol. Éventuellement, donc, certaines aussi s'enroulent autour. Voilà, donc on travaille comme le liseron, mais le liseron, il faut savoir que c'est un problème de sol. C'est que ton sol, il n'est pas bon, c'est une plante d'alerte.
D'accord. C'est une plante bio-indicatrice. Donc ça permet de savoir que ton sol a un déséquilibre. Ok. Voilà, Intéressant. c'est ça. Allez voir, plante bio-indicatrice sur internet, le liseron. D'ailleurs, il y a plein de plantes qui indiquent. Et du coup, tu as appris la plupart des choses seul dans ton jardin. Où tu as trouvé toutes ces bases de permaculture? Parce que finalement, c'est pas dans ton parcours. Alors, dans mon parcours, bon, tout ce qui est horticulture, plantation, etc., ça je l'ai vu, multiplication, Ouais. voilà. Et je sais pas d'où ça me vient, c'est. Je sais pas, j'ai envie de dire, des fois c'est inné, mais ça paraît prétentieux quoi. Tu as observé Je pense que j'ai beaucoup observé. On a le petit avion, on va attendre 2 secondes. Ça y est, hélicoptère, tant que c'est pas moi qui recherche, ça ira. Donc du coup, pour répondre à cette question, la permaculture, bon, déjà j'apprends beaucoup sur des heures de visionnage, sur du maraîchage sur sol vivant. J'apprends beaucoup avec des personnes spécialisées par exemple dans les bactéries du sol. J'apprends beaucoup parce que j'ai un ami qui m'a... Moi aussi je m'y intéressé sur la dynamisation de l'eau. Donc là c'est vraiment, je vous parle de technique pour aller plus loin. Je me suis intéressé également à l'électroculture. C'est des techniques pour capter la microélectricité qui est dans l'air et la rendre disponible dans le sol. Tu avais pas quelque chose ici? C'est ça, derrière on a quelques antennes. Pas sûr qu'on les voit à la caméra. C'est mais... expérimental, il me semble. Tout à fait, c'est expérimental. Il y a plein de choses où je me suis intéressé et tout ça a un rapport avec le sens de la vie humaine, mais également la vie du potager. Je compare la permaculture d'ailleurs à la micronutrition. Puisqu'en fait, chez l'homme, on parle de nutrition et on s'est rendu compte que juste un nutritionniste, eh ben, ça suffit pas pour s'occuper. Il est désarmé, je peux en parler en connaissance de cause. Mon meilleur ami est nutritionniste à la base de métier et il a fait toutes ses études dedans et il s'est rendu compte qu'il était désarmé pour aider les gens et qu'il fallait venir à la micronutrition. Donc il apprend maintenant la micronutrition quand il finit sa formation également. Et donc la permaculture pour moi ça se compare à la micronutrition et le jardin traditionnel à la nutrition. Il nous manque des infos pour aller plus loin et vraiment connaître les plantes, ce qu'elles ont besoin. Les plantes elles n'ont pas besoin que d'azote et de potasse et de phosphore, elles ont également besoin comme nous de vitamine C, de magnésium, de fer, de manganèse, de silice, il y a plein de choses. Et donc on commence à peine à découvrir tout ça. Ah oui, et donc toutes mes connaissances en permaculture, c'est devenu de ma passion déjà du jardinage que j'ai retrouvé l'année dernière dévorante. Ça m'a ramené à toutes mes bases que j'avais appris aussi donc dans mes cours en horticulture, quand j'ai fait mon BEPA d'horticulture, mon bac pro paysagiste, ma formation en gestion de forêt également. Et puis toutes ces observations que j'avais fait chez mes grands-parents, chez mes parents, de leur culture qu'ils ont fait quand j'étais tout petit. Et je me suis rappelé qu'il y a certaines qui fonctionnaient bien à côté d'autres. C'est ma mémoire en tout cas qui était présente sur ça, c'est bizarre. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir un conflit générationnel justement entre cette façon de faire et la façon de faire de nos parents, de nos grands-parents? Pas du tout, en fait le conflit il est avec soi-même. Il n'est pas avec l'âge. Pour moi il n'y a pas d'âge pour faire du potager, on peut être très jeune, j'ai des enfants. Je suis allé intervenir dans une association pour parler de la vie aux enfants. Donc c'est une association qui s'appelle, je peux en parler là, qui s'appelle Le Point Rose. Et l'association Le Point Rose, c'est une association difficile à en parler. C'est des familles qui ont perdu un enfant et qui viennent essayer de retrouver sens à la vie. Et moi j'étais là pour donner un cours sur le jardinage et la permaculture à des enfants pour que ces enfants soient bien, parlent de la vie de la plante. Vous voyez le parallèle un peu. J'avais beaucoup de pression parce que j'avais peur de parler de la mort de la plante. Je mettrai un lien aussi. Superbe assaut. En tout cas, j'ai des très bons souvenirs et qui font un énorme travail. Et cette association-là, ça leur a permis apparemment, c'est la première fois que les enfants, donc un stage d'un côté, les parents un autre atelier de l'autre côté, chacun participe où il veut avec les enfants. Et c'est la première fois où les enfants ne venaient pas voir leurs parents pour savoir si leurs parents allaient bien. Parce que quand il y a un parent qui perd un enfant et qu'il y a le reste de la fratrie ou de la famille, mais souvent l'enfant vient toujours voir pendant les cours si l'enfant va bien. Et les responsables de l'association m'ont dit que c'est la première fois que les enfants viennent pas voir si les parents sont bien. Donc qu'ils ont trouvé. Été suffisamment captivés. Ouais, je suis ravi en fait, ça m'émeut là, ça me met beaucoup de bonheur. Et donc ça a du sens, ça a vraiment du sens. Et les stagiaires en général, ils viennent ici parce qu'ils ont un projet de permaculture, parce qu'ils ont un potager qu'ils veulent rendre vivant,
Ou bien c'est juste parce qu'ils veulent élargir leur champ de connaissances? Alors, ceux qui viennent ici, c'est des gens qui ont besoin ou de se reconnecter, Mhm. donc qui sont en burn-out ou qui ont besoin de changer de vie, Mhm. qui veulent aller vers des écolieux ou qui simplement veulent faire un potager mais en adéquation avec leur manière de voir la vie. D'accord. Ensuite, j'ai également des collectivités. J'ai eu pas mal étonnamment d'adjoints à l'environnement, de mairies qui sont venus. C'est plutôt positif ça, hein, Ouais, c'est c'est rassurant. positif, mais je Mhm. trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Pourtant, Ouais. j'avais pas mal de personnes qui étaient intéressées. Mais je pense qu'entre parler politique et agir politique, il y a un monde. Et donc, c'est à eux de se bouger. Et moi, je ne veux plus courir après parce que j'ai travaillé avec les politiques pendant que j'étais commerçant. Parce que en même temps que j'ai eu mes 2 premières entreprises, j'ai été président des commerçants de ma ville pendant 5 ans. J'ai été réélu une fois. Et donc j'ai eu 2 mandats et j'ai travaillé avec les politiques et en fait les politiques ils sont pas tous pourris, je vais pas dire ça quand même, mais il y en a pas mal qui pensent à leur intérêt, donc il serait temps de retrouver du sens et je pense que ça viendra après par les citoyens parce qu'en ce moment c'est les citoyens qui éduquent les politiques et qui imposent à la grande distribution, qui imposent Par leur au circuit, consommation. ouais, à leur consommation et à leur manière de voir les choses, le besoin de revenir à ça. Moi je serais ravi si ce projet devait passer à autre chose ou d'accompagner une mairie dans la transition et cultiver, avoir une régie municipale, excusez-moi, et que par exemple pour moi un grand projet ce serait que des agriculteurs soient salariés par les mairies. Déjà premièrement pour préserver ces paysages agricoles, puisque les terres il y en a plein qui sont de plus en plus transformées en habitation et normalement c'est interdit par la loi. On doit à chaque fois qu'on prend une terre agricole en redonner une autre et il y en a des fois qui disparaissent au milieu. Et de deux, pour redonner du sens dans une commune, on pourrait du coup donner des cours à la population gratuitement, la mairie. On pourrait donner du sens à ce qu'on mange. L'agriculteur il serait sûr d'avoir un revenu. Et il y a des communes comme Montsartou, n'hésitez pas à aller voir la commune de Montsartou, qui a embauché maintenant 3 agriculteurs qui fournissent leur commune 3 cantines en légumes et les cantinières ont retrouvé sens à leur travail. Leur manière de vivre, de cuisiner du bon. Les enfants, ils mangent des légumes qu'ils ne mangeaient pas avant. Les épinards que tout le monde déteste à la cantine parce qu'ils sont sortis de boîte et juste réchauffés, eh ben, ils ne sont pas cuisinés en fait. Et alors, je fais une généralité peut-être, hein, il y a des bons cuisiniers, voilà, je veux m'attirer les foudres de personnes mais en cuisine collective, mais il y en a pas mal, je pense, qui sont aussi dégoûtés parce qu'on leur donne pas les moyens. Donc je pense que là c'est la possibilité de remanger des épinards et se régaler. S'il y a des élus municipaux qui nous écoutent, s'il y a des élus municipaux voilà, qui cherchent un accompagnement en tout cas pour leur commune, et en tout cas je serais ravi même que ce soit ma commune ou à côté. Il y a tellement de choses à faire, mais c'est à vous élus de vous remuer pour la population. Je sais que vous faites beaucoup de choses, mais l'histoire de manger bien c'est quand même la base pour l'être humain, c'est manger, boire, dormir. Et avant de parler bien-être sportif, etc., ça fait partie de la vie. Mais le sport, bien manger, bien dormir, avoir un village paisible, la nourriture, on l'oublie souvent, quoi. Et d'ailleurs, je suis très étonné qu'on ne donne plus de cours de savoir-vivre comme dans l'éducation civique, on l'a enlevé, ça. C'est une grosse erreur, hein, les problèmes d'éducation qu'on a. Enfin, là, on parle philosophie, hein, mais on peut aller loin. Mais... Oui, mais effectivement, c'est prendre l'humain dans le global. C'est ça. Ça rejoint aussi d'ailleurs un petit peu ce qu'on retrouve avec les associations. C'est ça. Et c'est essentiel, on n'est pas... La cohérence. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, à une époque, quand j'étais président des commerçants, on rigolait avec des copines de l'association des commerçants et je leur avais dit, en fait, il faudrait enfin un parti qui s'appelle le parti raisonné. Ils ont dit, on va créer ça, juste parce que en fait, il faudrait réfléchir être raisonné, réfléchir. Et prendre du recul, et je trouve que des fois on ne travaille pas assez avec la raison, on est à qui va être le meilleur en fait. Comme je disais, l'incohérence entre... À l'école actuellement on nous apprend à être le meilleur et à penser à soi, l'individualisme, la consommation, et maintenant on n'essaye pas de penser à qu'est-ce qui sera le mieux pour la collectivité, pour l'ensemble. Comme moi quand je reçois, tout à l'heure tu me disais, les gens que je reçois en cours, qu'est-ce qui va être le mieux pour eux, sans m'oublier, mais qu'est-ce que je peux leur apporter de bon. Et c'est ce qui fait que je veux essayer d'en vivre d'ailleurs, de la permaculture et des cours que je donne, mais je veux également toujours avoir une partie gratuite
de conseils sur le forum, parce que je trouve qu'aussi la permaculture c'est le partage, mais je peux pas être, je pense que les gens comprendront, il y en a pas mal qui sont venus en cours. Il faut trouver un juste milieu, comment vivre sans être dans la influencé que par des industriels, parce que je pourrais faire de la pub pour des industriels, de l'arrosage ou autre. Alors moi des fois je parle en fin de cours d'ailleurs d'un magasin qui m'a donné ma chance quand j'avais 14 ans, qui m'a permis d'avoir des promos pour commencer à faire l'arrosage automatique, parce que j'étais en paysagisme et de me lancer un peu en tant que jeune. Mais on en a tous besoin en permaculture, de l'arrosage goutte à goutte. Alors autant parler de ceux qui vous ont aidé, qui sont des bonnes personnes au fond. Bien sûr. Mais voilà, donc c'est toujours, il y a ce curseur. Comment je peux vivre perma sans sortir de la vie moderne? Et donc je suis maintenant à la quête de ça, de comment réduire. Moi je suis en ce moment à comment réduire mes emballages. J'en peux plus. Oui, ah bah oui, je comprends ça. Moi c'est mon quotidien. J'ai une poubelle d'emballage qui est toujours plus grosse que la poubelle d'enfouissement. Et on se rend pas compte ça aussi, le nombre de personnes qui jettent c'est bien, un pot de yaourt parce qu'il y a eu du yaourt, on le met à l'enfouissement. Mais non, c'est au tri sélectif. Il y a des boîtes des gens qui lavent leurs bouteilles de lait ou leurs emballages. Ah, on l'avait dit, il y avait Coco qui allait chanter. Et vous faites coucou. On a dit qu'on allait sectionner notre interview. Voilà. Et donc du coup, pour revenir aux emballages, il y en a qui lavent leur emballage pour les mettre dans la poubelle. En fait, non, on ne lave pas les emballages puisqu'ils sont relavés en centre de tri. Donc il y a plein de choses. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de méconnaissances par rapport à tout ça. Et puis il y a aussi tellement de choses qui nous permettent de ne pas les utiliser, ces emballages-là, et de trouver d'autres alternatives en amont. Le recyclage, c'est déjà quelque part aussi une phase d'échec. Après, on peut pas, de toute façon, on va étendre, on n'a pas le choix, on est obligé de recycler certaines choses. Est-ce que tu as le sentiment que la permaculture est en train de se généraliser de plus en plus, ou est-ce que tu penses que c'est juste un phénomène de mode? Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie sensibilisation? Alors, j'ai plusieurs avis sur la permaculture. Premièrement, il y a un phénomène de mode, il y a un phénomène de rejet, et je vais expliquer lequel, et il y a un phénomène d'avenir. On a envie, on est toujours dans le... On a vu qu'on a fait des erreurs avec les produits chimiques, etc. en sortant de la guerre. On a mis à outrance parce que ça permettait de... Il fallait produire. Et sauf qu'au final, on avait moins de main d'œuvre aussi. Alors qu'en système permacole ou en maraîchage sol vivant, sur une petite surface, par exemple sur... alors je vais pas vous dire de bêtises, sur 1000 mètres carrés, on peut produire autant que sur 10 000. Sauf qu'on nourrit 4 personnes au niveau des salariés, c'est-à-dire que si on peut faire vivre 4 personnes sur 1000 mètres carrés, alors qu'un agriculteur moderne, il est tout seul sur 10 000 mètres carrés. Et encore sur 10 000 en maraîchage, voilà, pour vivre tout seul en maraîchage. Donc on pourrait faire vivre, alors que de nos jours on est de plus en plus nombreux, plus de personnes et en mangeant mieux. Donc déjà, il y a cette première étape-là. Donc ça, c'est un objectif d'avenir pour moi. Sur maraîchage, sur sol vivant, ou sur qui se rapporte à la permaculture, mais de manière industrialisée un peu. Et qui est cohérent. Ensuite, il y a le phénomène de rejet. Il y a beaucoup qui traitent les gens qui font de la permaculture comme phénomène de mode et comme parfois bobo. sectaire même aussi. Ouais, on dit souvent des bobos. On a un sacré nombre de bobos en tout cas. Si être bobo, c'est vouloir prendre soin de ses enfants, de son proche, de ses proches et de son prochain, et ben tant mieux. Alors je suis bobo, tout ce que vous voulez. Donc ça, mais le rejet vient toujours de ce qui fait peur, comme le handicap. En fait, parce qu'on n'ose pas des fois, par exemple, un handicapé, on le regarder, on dit ça va faire mal, on n'ose pas dire bonjour à un clochard, parce qu'on a dit, par exemple, un SDF, il va falloir lui donner une pièce. Ben non, ben, désolé, je donne rien, mais je voulais vous dire bonjour, souhaiter une bonne journée, être dans la bienveillance. D'ailleurs, pour moi, la permaculture, c'est ça en fait, c'est revenir vers la bienveillance. Et la permaculture, nous on parle de potager d'ailleurs, mais ça peut être aussi dans l'esprit de vie et d'être bien avec son prochain, bien avec soi-même et il y a des stages avec de l'écologie. permaculture humaine d'ailleurs, exclusivement tournés autour de la permaculture Je humaine. pense que c'est des choses sur lesquelles je vais me diriger et me nourrir. C'est ce que je sens effectivement, j'entends en tout cas, voilà, j'ai envie pour moi de vous apprendre la permaculture au jardin, mais c'est qu'une première étape pour moi puisque je dévore la vie maintenant. Je reviendrai t'interviewer à ce moment-là, ça va m'intéresser beaucoup tout ça. Et donc du coup, j'espère pour vous transmettre l'envie de faire de la permaculture. Pour ceux qui en font déjà, eh bien, continuez, éclatez-vous, vous êtes dans la bonne voie, et je pense, d'après moi, et pensez, si vous ne le faites pas encore, à faire de la permaculture pour votre vie, c'est-à-dire être bien avec son prochain. Qu'est-ce que je peux faire comme bonne action au début, la première fois?
une par jour, Oui. puis après 2, puis après on va le devenir naturellement parce qu'en fait on se rend compte qu'on est toujours tendu. Avec les boulots modernes, ça nous tend, on est toujours pressé, on parle plus à nos voisins, les voisins mettent des murs, maintenant c'est la mode, on se sépare avec des murs, on ne connaît même plus notre voisin, on se voit. Moi je trouve ça tellement triste, ça m'attriste vraiment. J'ai connu ça grâce à ma grand-mère quand j'étais petit. Tous les voisins de la plaine ici, on se connaissait, il y en avait très peu, on se voyait. Et maintenant, j'ai la chance, j'ai des voyages formidables là où on a gardé un grillage sans Ouais, haie. j'ai vu ça. Ça nous c'est permet, bien. on se parle quasiment tous les jours, Mm. c'est tellement agréable de garder ces liens-là. Il y en a d'autres qui ont mis des murs plus loin, mais c'était plus compliqué Tout à fait. pour se voir. Tout à fait. Donc voilà, pour moi c'est la bienveillance. La permaculture, il y a un effet de mode, oui. Il y en a qui en reviendront peut-être parce que ils ont mal été conseillés ou ils pensent que la permaculture c'est simple. Oui, c'est simple si on a quelqu'un qui va rendre accessible. Et ce que j'appelle, c'est mon mot, c'est vulgariser. Moi, je cherche pas à être ultra technique, mais à être accessible. J'ai des personnes qui vont faire de la permaculture à plus haut niveau que moi. Donc si vous cherchez quelque chose de très ultra technique, allez-y, prenez quelqu'un d'autre. Mais moi, ma permaculture à moi, c'est quand même de la technique, parce que j'emploie toute la technique que j'ai appris à l'école en horticulture et en paysagisme, mais en se décomplexant. Je pense que c'est ça pour moi la bonne voie. C'est comme ça que tout le monde pourra arriver à la permaculture et au potager en respirant, quoi. Oui, Voilà, il ne faut pas avoir peur, on essaye, c'est les échecs qui vont apprendre. Pour moi, ça a toujours été de toute manière les échecs qui m'ont appris, les réussites ne vous apprendront rien parce que vous ne saurez pas pourquoi vous avez réussi. Voilà, c'est ma manière de voir. Fabuleux, parfait. Voilà. Très souvent, on fait le lien justement entre le jardin et l'humain dans la permaculture avec des chiffres. Donc on dit souvent que 1 plus 1 égale 3. On dit souvent que 1 égale 0. Qu'est-ce que tu penses de ça justement? Alors là, tu me parles de quelque chose que je ne connais absolument pas. Je suis désolé, ça ne me parle pas du tout. En fait, c'est vraiment pour mettre en lien le fait qu'on a besoin d'être en cohésion et d'être en accord les uns avec les autres, que ce soit dans le jardin ou que ce soit dans les relations humaines. On a besoin de l'autre pour pouvoir exister et que donc si on est seul mais qu'il n'y a aucune interaction, on n'agit pas et on n'est pas vraiment... Alors je sais pas si je peux faire un parallèle, mais moi je peux le voir comme ça. Je pense que, alors c'est ma vision de voir, l'univers, s'il existe quelque chose, hein, parce que moi je ne pratique pas de religion ni rien, mais si l'univers a un sens, ou notre vie a un sens, et qu'on pense que rien n'arrive sans rien, c'est ce que je crois, je pense que vous avez tous compris pendant la vidéo, qu'en fait il ne faut pas hésiter à faire du don de soi sans rien attendre en retour, et que quand on donne quelque chose il vaut mieux donner plutôt qu'attendre, comme ça on n'est pas déçu. Ça c'est quelque chose que j'ai commencé à avoir compris. Tout à fait. Si je donne, tant mieux si j'ai en retour, mais c'est pas ce que j'attends. Et alors faire attention à se protéger, pas que donner, mais donner parce que ça rend heureux. Et j'ai appris que dernièrement donner ça permet de se sentir accompli. Dans la psychologie, j'ai lu ça, j'ai dit purée, mais c'est exactement ce que je pense. Et donc j'hésite pas, d'ailleurs sur mon forum, à donner des graines, des plants, des choses que je vends. Si par exemple c'est moi qui vais aller chercher du fumier, le charger dans ma remorque et en donner à un élève, je vends pas le fumier, je vends le travail que j'ai fait pendant 1 heure, voilà. Mais sinon il y a des plants, je donne des pots, quand je peux donner, je donne, et je pense que ça peut être donné en réponse, en temps, comme les commentaires, par exemple ceux qui vont sur ma chaîne et qui posent des questions sur mes vidéos, je donne de mon temps et ça ne me rémunère pas du tout. Mais c'est génial, c'est un partage. Et c'est avec plaisir tant que je peux le faire et que je ne fais pas trop de demandes, parce que des fois j'ai des questions en permanence et donc des fois il faut savoir se protéger. J'essaye pour l'instant de répondre à tout le monde. J'imagine qu'en sortant de burn-out justement, on est attentif à ça aussi. Il faut faire attention parce que d'ailleurs là, ce début de saison, j'ai tendance à être trop à fond. Bon, par chance, tu fais quelque chose qui vraiment aussi te booste et te correspond. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, j'ai toujours des idées, des envies de faire, donc je suis toujours plein, toujours full. Voilà, comme pour se voir pour cette interview. Ça a été on compliqué. a réussi quand même, on a réussi, c'est chouette. Je t'ai pris surtout entre en cette deux. période en plus. C'est ça, il faut que je fasse. C'était compliqué de trouver un créneau. Merci beaucoup en tous les avec cas, plaisir. merci beaucoup pour tout. Avant d'aller faire quelques petits plans de ton potager, donc je rappelle que tu vas faire des formations en ligne. J'imagine que toutes les informations tu vas les donner sur ma page. Sur ta page, Ouais. sur ta page Facebook essentiellement. Alors voilà, essentiellement. Tu fonctionnes surtout avec Facebook. Alors, comment je fonctionne pour expliquer à vous, téléspectateurs, et à toi qui est là.
Facebook, c'est ma page maître sur laquelle je donne les stages. J'annonce toutes les vidéos, soit les vidéos mois par mois. Je fais une vidéo qui est publiée une fois par mois pour savoir tous les travaux qu'il y a à faire dans le mois. Et après, je publie une vidéo sur mon compte Insta qui est relayée automatiquement sur la page Facebook, qui est une vidéo jour par jour. Et là, tous les jours, je dis mon quotidien. Donc ceux qui veulent plus d'infos, ils vont sur mon Insta, ils s'abonnent. Et là, ils auront mes vidéos jour par jour de ce que je fais. Ah tiens, aujourd'hui il a fait ça, du coup pourquoi pas je peux faire ça cette semaine. Génial. Et ceux qui veulent une condensée, il y a une vidéo d'un quart d'heure à 20 minutes qui est une fois par mois, qui est également publiée sur la page Facebook. Et sur la page Facebook, il y a également les stages. Ces vidéos qui sont une fois par mois et d'astuces, elles sont également sur ma chaîne YouTube où je vous invite à vous abonner. C'est ce qui va me permettre en fait d'en vivre et de continuer à vous donner de l'information gratuite. Et juste en vous abonnant en fait, vous ne faites rien, vous ne donnez pas d'argent à ce moment-là. Et ça me permet de continuer à vous donner de l'information gratuite, à faire vivre tous ces réseaux, à faire ces interviews et à diffuser. C'est bien justement d'être dans l'interaction, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. C'est vraiment important pour faire vivre la chaîne et pour faire comprendre à YouTube que ça intéresse et que donc ça vaut la peine d'être promu. Donc n'hésitez pas. Bon après je fais pas d'harcèlement pour les gens qui s'abonnent, ils s'abonnent si vraiment ils sont intéressés. J'ai du mal moi aussi, sur ma chaîne j'avoue que je le fais pas, de temps en temps je mets un petit mot. Voilà. Bon. Après, ensuite, il y a le groupe Facebook. Alors là, c'est le groupe de dialogue qui s'appelle Permaculture du Sud. Et ce groupe-là, c'est le groupe vraiment pour ceux qui ont des questions techniques et qui vont pouvoir venir les poser gratuitement et animer un réseau et qui est en train de monter de plus en plus. Il est tout jeune, mais il y a déjà plus de 400 membres. Et donc, le but, c'est de faire grossir ça et de faire devenir un groupe de bienveillance, d'informations gratuites et qui relaye les infos. Donc, si vous voulez toutes les infos, page Facebook, le potager de Steph. Si vous voulez voir que les vidéos du mois avec les vidéos techniques sur une culture ou autre, c'est que la chaîne YouTube. Et si vous voulez voir en plus de la chaîne YouTube toutes les vidéos, vous pouvez aller sur la chaîne, ma page Insta. Et là sur Insta, vous me suivez tous les jours, quasiment. Tous les jours, je fais la vidéo. Alors là, c'est des vidéos moins... comment dire il y a moins de contenu technique Non, il y a des contenus techniques, mais c'est juste qu'elle est fait un petit peu sur le moment, quoi. Donc je filme moi-même avec mon bras, il n'y a pas de chichi, pas de montage, c'est du direct. Voilà, j'essaye d'être proche des gens. Il y avait la possibilité d'ailleurs, comme sur ma chaîne YouTube, de faire du montage, comme pas mal de personnes qui font en permaculture ou en jardinage, du montage vidéo, c'est posé cette question-là. Et il y a eu 2 raisons qui ont fait que je fais du one-shot essentiellement. Je fais éventuellement des pauses sur vidéo pour aller ailleurs, mais sinon je fais que du montage. Déjà je gagne du temps sur le montage, donc c'est un temps énorme pour pouvoir plutôt planter, parler de ma chaîne et gérer. Et en plus de ça, ça reste naturel. Donc même si je me plante ou que là vous me trouvez, des fois on se trompe dans les mots, je dis excusez-moi je me suis trompé mais c'est pas grave et du coup ça fait naturel, on rigole et du coup ça reste humain. J'en ai marre de contrôler tout comme on m'a expliqué dans ma vie qu'il fallait être le meilleur, tout contrôler, l'image. Bon forcément si je dis une grosse bêtise à un moment donné je vais refaire la vidéo quand même. Tu vois que tu n'as pas vécu tout ça pour rien. Vraiment, voilà, j'essaie de mettre tout, tout ensemble pour aller mieux et faire le mieux possible. Génial. Écoute Steph, le potager de Steph, un grand merci. Encore une fois, merci pour ce partage et ce don de soi que tu nous as offert. J'espère que ce moment-là vous aura plu. N'hésitez pas justement à liker et puis n'hésitez pas surtout à commenter, à poser des questions aussi. On prendra le temps nécessaire pour vous y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis maintenant que je sais qu'il va aller un petit peu aussi sur les traces de la permaculture humaine, je resterai un petit peu derrière aussi pour m'intéresser et revenir te voir. Et alors on se retrouvera avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est une interview qui est un petit peu longue, mais du coup où on prend le temps de se poser. Pour ceux qui se posent des questions dans la vie, je pense, et d'ailleurs moi je vais continuer sur mon parcours parce que je rentre dans une autre asso, j'aide des gens qui sont justement en questionnement sur leur vie et tout ça, donc il y a plein de choses, mais bon je peux pas tout faire, donc je me concentre sur ça, sur vous en tout cas auditeurs. C'est déjà très bien. Et j'espère que voilà, ces conversations vous auront aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le potager de Steph et sur ta chaîne. EcoCoach en van. Voilà. Insta aussi d'ailleurs maintenant, EcoCoach en van. Voilà, EcoCoach en van. Et on verra si on diffuse que sur ta chaîne ou si je diffuse en double sur la mienne. Ça peut être pas mal en double. Voilà, on va voir. Donc n'hésitez pas, ceux qui me suivent aussi d'habitude, à regarder la chaîne de Catherine, EcoCoach en van. Et de regarder la chaîne de Stéphane, le potager de Steph. C'est ça. Merci à tous. Salut.
à tous, à bientôt. Ciao, bye bye.